BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête pour commencer avec une pionnière qui a décidé de changer la finance, d'aider notre pays et de sauver le monde et qui y arrive. Elle a été successivement femme politique, directrice de grands groupes internationaux et entrepreneuse investisseuse. Ses forces motrices sont le travail et la liberté. Nous recevrons Clara Guémard. Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Tiffaine Véné, cofondatrice de Simio, et Alexandre Valenskak, cofondateur de Platon. Et tout de suite, c'est le tête-à-tête avec Clara Guémard. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Clara Guémard. Bonjour Clara. Bonjour. Alors, tu as vécu de multiples vies professionnelles, une première en politique, une seconde dans un grand groupe international, une troisième aujourd'hui dans l'investissement engagé pour la planète et pour le social. Tu as cofondé Raise, un fonds d'investissement qui reverse une partie de ses bénéfices à des projets environnementaux et sociaux. Tu es une aventurière dans le monde des affaires, mais aussi dans la vie tout court. Tu as 9 enfants. Et tu reviens d'une traversée d'un mois à pied depuis la France vers l'Italie sur la Via Francigena. On en parlera. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va explorer tes apprentissages et tes émotions sur ton parcours qui est extrêmement fourni. On va essayer de comprendre comment tu marches. On va essayer de savoir comment tu prends tes décisions. Et notre exploration sera agrémentée d'illustrations et d'informations qui nous seront données par Rebecca qui viendra sur le plateau. Alors, c'est parti pour ton parcours. Alors, tu es né à Paris et tu as grandi dans une culture franco-danoise. Quel souvenir tu gardes de cette enfance? D'abord, une enfance heureuse, puisque j'ai eu la chance d'être dans une famille où mes parents s'aimaient et nous aimaient. Et je pense que ça, c'est un cadeau dans la vie qui est le plus important qui soit. Mais surtout parce que j'avais une double culture. Ma mère était danoise. On passait tous nos étés à Kerteminde, une petite ville au port d'un fjord, de façon extrêmement simple. Et, et maman nous interdisait de rentrer à l'intérieur en dehors des heures de repas, qui étaient le matin et le soir, puisque le midi, on mangeait sur la plage. Et ça m'a donné un goût de la nature et un goût de la simplicité qui m'a toujours habité. Et puis les Danois sont des gens qui sont doués pour le bonheur. Et je pense que je tire une partie de ma joie de vivre de ça. Oui, d'ailleurs, ça a un nom. Ça s'appelle le hug. Voilà. Et quand on passe un moment sympathique au coin du feu ou qu'on va manger des glaces en famille, on dit que c'est hugeli. Voilà, j'ai repris la définition de hug, c'est créer une atmosphère chaleureuse et profiter des belles choses de la vie avec les personnes que l'on aime. Par exemple, nous, tous les matins, avec Hervé, mon mari, on prend le petit déjeuner dehors, été comme hiver. On allume une bougie et on s'habille. On met un anorak en ce moment, dans cette saison. Mais on célèbre le matin. Et prendre son petit déjeuner dehors, c'est juste merveilleux. Alors, cette enfance entre deux cultures, ça t'a aidé à forger ton caractère, tu penses? Oui, ça m'a appris que la différence était une force. Parce que j'étais toujours différente quelque part. Ma mère nous a élevés en mangeant des tartines, en dormant avec des couettes. À l'époque, les gens dormaient avec des draps. Une forme de simplicité de la vie. Et j'étais donc différente. Dès le départ, j'ai toujours été différente. Et je me suis rendu compte que ça me permettait d'avoir un ailleurs que les autres n'avaient pas. Alors, différente, forgée par cette enfance biculturelle, tu entames un parcours professionnel unique. Rebecca. Commencé en tant qu'attaché d'administration au cabinet de maire de Paris, ce qui vous a permis de connaître Jacques Chirac, qui vous a d'ailleurs encouragé à tenter le concours de l'ENA. Il vous a offert 2 mois de congés payés pour préparer le concours, que vous réussissez. Dans les années 90, vous entrez à la Cour des comptes comme auditeur, vous gravissez les échelons jusqu'en 1995, où vous débutez votre carrière dans les ministères. Vous êtes d'abord appelée par la ministre de la Solidarité pour être directrice de son cabinet, puis devenez entre autres, chef de la mission au PME
jusqu'en 2003. Vous devenez là ambassadrice itinérante, déléguée aux investissements internationaux et présidente de l'Agence française pour les investissements internationaux. Une première décennie dans la politique qui en précède une autre, cette fois à la tête de l'une des entreprises les plus puissantes du monde, General Electric. Vous y passez 10 ans également, durant lesquels votre expertise et votre réseau n'a cessé de s'enrichir, favoriser la création d'emplois et encourager les relations économiques internationales. En 2016, il était temps pour vous de quitter le navire pour rejoindre celui de demain, celui des entrepreneurs. Aux côtés de votre associé Gonzague de Blinière, vous vous consacrez à votre entreprise, Raise, pionnière de la finance engagée. L'objectif, montrer que l'on peut faire de la finance autrement, de façon bienveillante. Alors, sacré parcours. Oui, c'est drôle d'entendre tout ça. Ça fait drôle, hein? Ça veut dire qu'on vieillit. Ah, ça veut dire que tu as fait beaucoup de choses. Alors, des études, tu en as fait, et des très belles. D'où t'est venue initialement l'envie d'aller faire ces grandes études, enfin Sciences Po, ENA, avec toute l'énergie que ça demande et le travail? Je pense que j'étais habitée par l'envie d'apprendre. Moi, je suis curieuse de nature. Je voyais mon père qui partait. Mon père était un scientifique, médecin, généticien, et je le voyais partir, prendre l'avion. Je me souviens très bien qu'on allait à Orly. À l'époque, on pouvait aller sur la plateforme d'Orly et regarder les avions atterrir. Il nous ramenait des objets du Japon, des États-Unis, et je me disais que sa vie était beaucoup plus drôle que celle de rester à la maison. Donc la curiosité d'abord. Sciences Po, c'était des études que je connaissais peu, mais c'est ma prof d'histoire qui m'a poussée à le faire. Et puis après, l'ENA, j'avais envie de servir mon pays. J'avais envie de participer à quelque chose de plus grand que moi, que je comprenais pas forcément. Mais en tout cas, oui, servir mon pays. Même si je suis à moitié danoise, j'aime profondément la France. Et alors, sur ton parcours, tu es passé par plusieurs ministères. Tu t'es intéressé aussi à un moment, évidemment, à la direction des relations économiques extérieures. Et là, tu as rencontré une farouche opposition. Oui, c'est une émotion assez forte, qui m'a un peu forgée d'ailleurs, parce que j'étais candidate pour, diriger cette direction et honnêtement sur le papier, en tout cas, j'étais la plus légitime, la plus ancienne, enfin celle, ça devait pas poser de problème et je me suis retrouvée avec un premier ministre qui était, Jean-Pierre Raffarin qui souhaitait que je prenne ce poste, mais un ministre de l'économie et des finances qui s'appelait paix à son âme, Francis Maire, et qui était totalement opposé à ma nomination parce qu'il pensait que j'allais exploser en vol. Et j'ai eu un entretien totalement surréaliste avec lui, où il m'a expliqué que c'était pour mon bien, que j'allais exploser en vol, que je me rendais pas compte. Fallait voyager. J'avais un mari qui était dans la politique, j'avais beaucoup d'enfants. Et donc, comme lot de consolation, j'ai obtenu d'être, ambassadeur délégué aux investissements internationaux, qui était sur le papier beaucoup plus petit, parce que la direction des relations économiques extérieures, ça faisait 3000 personnes, ambassadeur délégué aux investissements internationaux, il y avait 110 personnes et puis j'ai pris, cette opportunité. Je me suis dit que c'était l'occasion de mettre en place, l'attractivité de la France et de vendre la France à l'étranger et quand, j'ai quitté, Francis Maire après cet entretien qui était quand même très, très humiliant. Je l'ai regardé dans les yeux, comme je te regarde là, et je ne lui ai rien dit, mais je me suis promis: «Toi mec, je vais t'épater» et je suis revenue 2 mois après avec un contrat d'objectifs et moyens, il m'a reçu 1 heure et demie, il m'a beaucoup, beaucoup challengée, mais j'ai vu que j'avais gagné son respect et ça, c'est une histoire que je raconte souvent quand les femmes me disent: «J'ai été victime d'un tel, celui-là il m'humilie» et tout ça. Je pense qu'il faut jamais se mettre dans une position de victime, même si on est victime, parce que celui qui vous y met gagne 2 fois. Il faut toujours essayer de trouver quelle est la porte de sortie, avec lui ou avec un autre. La vie est tellement vaste, on va pas rester à se cogner toujours à celui qui veut pas que vous fassiez quelque chose. Alors, est-ce que c'est cette difficulté aussi d'accès au poste de direction dans le public qui t'a poussé vers le privé à prendre la direction de General Electric France, qui est Alors je quand même pensais que j'avais le énorme job le plus société? amusant de l'administration, puisque mon métier, c'était d'aller vendre la France à l'étranger et ça m'a donné l'occasion de rencontrer plein de grands patrons. J'ai rencontré Steve Jobs, j'ai rencontré, Fred Smith qui était, enfin plein de grands patrons et je venais les voir en leur disant: «Bah, écoutez, venez en France» et parce que la décision d'investir dans un pays, c'est le dirigeant qui la prend mais je me suis rendu compte que
si je voulais pas terminer dans le cimetière aux éléphants, ce job était tellement convoité qu'il y a un moment ou un autre, quelqu'un voudrait prendre ma place. Et puis j'ai eu l'opportunité de rencontrer Jeffrey Melt, qui était le patron de GE, et qui m'a proposé un job. Je pense honnêtement qu'aucune entreprise française m'en aurait proposé. Mais lui, il a vu l'opportunité de se dire que je connaissais bien l'administration. C'était une entreprise qui comprenait mal la complexité de la pensée française. Et je suis partie dans l'aventure et ça a été une aventure formidable pendant 10 ans. Ouais, ça a duré 10 ans. Hem, alors justement, il y a à la fois, prendre la tête de GE, en France, donc ça c'est, Puis en Europe après. puis en Europe après, donc ça c'est un grand pouvoir et donc des grandes responsabilités, hein, enfin comme le disait Voltaire et puis l'a dit plus tard, Spider-Man, mais enfin bon, Mm. tout le monde l'a dit. Comment tu perçoit toi la notion de responsabilité quand tu es, aux commandes comme ça d'une, ça représentait combien de personnes? Quelle Oui, alors activité? après, on peut dire c'était 15 000 personnes, c'était 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La réalité, c'est que si on ne travaille pas en très grande intelligence avec les patrons de business, on ne sert à rien quand on est patron d'un pays. Parce que les entreprises sont matricielles. Donc moi, ce que j'ai fait quand je suis arrivée, c'est de bâtir une stratégie pour la France, qui n'existait pas paradoxalement. Il y avait des verticales, il y avait la partie aéronautique, il y avait la partie santé, il y avait la partie énergie, mais il n'y avait aucune idée que General Electric avait 15 000 salariés en France et qu'il y avait sans doute des choses à bâtir en France, pour la France, avec les Français et pour le monde. Et c'est ça qu'on a fait. Alors, après, GE, tu te lances dans Raise pour, faire de la finance engagée. Qu'est-ce qui, t'a envoyé dans cette direction? D'abord une rencontre. La rencontre avec Gonzague de Blinière, il se trouve que je on avait fait General Electric avait fait une acquisition dans lequel, le fonds qu'il dirigeait était, en partie propriétaire. D'ailleurs une très belle opération financière pour eux et c'était la première fois, des patrons de fonds, j'en voyais beaucoup, hein, parce qu'ils nous faisaient souvent des propositions et c'est la première fois que je rencontrais, une personne dans la finance qui me parlait des aventures humaines, qui me parlait des rencontres et qui, me parlait des entreprises qui l'accompagnaient comme si c'était, ses frères, ses amis et dans une vraie aventure entrepreneuriale. Et je me suis dit: «Tiens, vraiment, c'est pas souvent qu'on rencontre, quelqu'un comme ça dans la finance». Et puis quelques années plus tard, on s'est retrouvés et on a déjeuné ensemble le jour où le journal Libération titrait: «Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs». Et on s'est dit: «Il faut qu'on fasse quelque chose pour notre pays». Et à l'époque, bon, il y avait des Frédéric Mazella, mais il y en avait pas beaucoup. Et on s'est dit: «Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aide les entrepreneurs». Donc on a créé une société d'investissement qui a réuni, un certain nombre de grands patrons. Et on a eu de la chance, ils ont dit oui tout de suite et on leur a dit: «On va investir dans des belles PME qui sont trop petites, qui sont pas assez internationales. On va faire du capital patient, long terme, minoritaire et nous l'équipe, on va rien vous demander, mais nous l'équipe, on va donner 50 de ce qu'on gagne à une fondation pour l'entrepreneuriat». Donc ça, c'est une première nouveauté, ça C'est n'existait pas dans le vraiment, ça domaine de n'existait pas, l'investissement. donner 50, c'est quand même beaucoup. Et si on fait le résultat des courses au bout de 10 ans, puisqu'on fête nos 10 ans, on est devenu une plateforme qui gère 2 milliards. Notre fondation est sans doute une des plus grosses fondations privées pour l'entrepreneuriat, puisqu'elle gère 60 millions. Et on est devenu un peu une plateforme, un interlocuteur, en tout cas connu Mmh. de tout l'univers des startups, parce qu'on ne fait pas que du financement, mais on fait aussi beaucoup d'accompagnement. Et surtout, on a pu démontrer qu'en étant généreux, en gouvernant en binôme, en faisant la parité, en se préoccupant des questions environnementales et sociales dès le départ, on était, aussi performants que les autres, au moins et sinon plus. Et c'est l'heure pour nous de plonger justement dans tes passions. Ton monde à toi, Clara, c'est celui de l'engagement, de la détermination et de la générosité. Tu es aussi sportive, certains disent même que tu es, la première cycliste de Paris puisque, tu te déplaces toujours à vélo depuis des dizaines d'années. Mais Rebecca va nous parler d'encore autre chose. Le jeudi 24 août, vous êtes parti pour une aventure dont vous rêviez depuis un bon moment, la Francigena. Pendant un mois, vous avez parcouru à pied les kilomètres séparant le col du Grand Saint-Bernard en France et à Rome. Un trajet de plusieurs centaines de kilomètres très endurant, mais vous n'avez pas démérité pour autant, puisqu'un mois pile plus tard, vous avez réussi à atteindre la cité papale le 24 septembre.
La Francigena, quel périple! Oui, oh, c'est un périple merveilleux. Moi, j'aurais beaucoup aimé la faire en entier, hein, puisque la Elle Francigena, part d'Angleterre, elle c'est ça? part de Canterbury. En fait, il y a eu un évêque qui s'appelle Sildéric, qui, en l'an 900, est allé à Rome plusieurs fois pour essayer de pouvoir être évêque de Canterbury. Alors, il allait à Rome, et puis quand il revenait, les gens du coin disaient non, non, tu ne seras pas évêque de Canterbury. Donc, il retournait à Rome, il y est allé plusieurs fois, et il a raconté son récit. Mais surtout, c'est un pèlerinage très connu au Moyen-Âge, puisque finalement, les croisés allaient à Rome, et puis ensuite ils continuaient, et ils allaient prendre le bateau à Brindisi pour aller à Jérusalem. Et c'est un pèlerinage qui a été un peu oublié jusqu'en 1995, où la communauté européenne a décidé de le remettre à l'ordre du jour. Mais il est oublié des Français, et franchement, quand on adore l'Italie, c'est la meilleure moyen de la découvrir. Alors c'est une, vraie, manifestation d'envie de liberté aussi. Cette envie de liberté, on la retrouve, également dans la lutte antidiscrimination que tu mènes, à chaque fois que tu en as l'opportunité. Tu as évolué dans plusieurs milieux, dont la politique, qui est pas toujours, très paritaire. Est-ce que tu trouves quand même que les choses s'améliorent aujourd'hui? Est-ce que tu vois des changements sur les dernières années? Alors, j'ai présidé le Women's Forum, et ça m'a permis de voir que euh, la place de la femme dans le monde. Alors en France, il y a évidemment beaucoup de choses qui ont changé, heureusement, hein. Heu, Quand on pense que moi, j'ai une très, très bonne amie qui a été une des toutes premières femmes pilotes sur Air France et commandant de bord, parce qu'il était interdit aux femmes de piloter des avions sur Air France, et elle n'a que 70 ans. Elle est pas, ça se passe pas, au Donc enfin, c'était écrit dans les textes interdits aux femmes. bah, elle n'avait pas le droit. Il s'est ouvert, sur Air Inter d'abord, Mmh. et ensuite sur Air France. Quand on y pense, c'est juste Mmh. ahurissant. Je prends cet exemple, mais il y en a Mmh. évidemment plein d'autres. Les concours qui n'étaient pas ouverts, aux femmes comme Polytechnique. Mais la place des femmes dans le monde, elle est, malheureusement, encore, très, très douloureuse, et donc nous qui sommes des femmes éduquées, où on a eu la chance, de pouvoir, apprendre justement, et d'avoir une place dans la société, c'est notre devoir de, de soutenir, toutes les autres qui n'ont pas cette chance-là. Et alors maintenant, tu places, ton énergie sur la philanthropie, c'est au cœur de ton modèle. Est-ce que tu penses que par rapport justement aux grandes problématiques, y compris changement climatique, ce sont plutôt les entreprises ou plutôt les gouvernements qui vont nous trouver la solution? Bah, Ou les 2 ou aucun des 2? c'est tout le monde qui doit le faire. En tout cas, ce qui me semble essentiel, c'est que là où on est, qu'on soit, dirigeant d'entreprise, qu'on soit politique, qu'on soit responsable d'association, ou qu'on soit un citoyen, on a sa part de responsabilité, et on doit la prendre, et on doit la prendre maintenant. Et en fait, on a tous quelque chose à accomplir qui est fondamental. Dans une entreprise, enfin nous, c'est ce qu'on aime chez Raise, c'est qu'il y a bien sûr une organisation, mais il y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire que chaque métier est absolument essentiel au destin de l'entreprise. Et la chance qu'on a eue avec Gonzague, c'est qu'on est parti de zéro. Donc on a pu l'inventer comme on voulait. C'est-à-dire qu'on a décidé que la générosité était un moteur économique, mais on a aussi décidé que nous, on allait aider plutôt les entreprises qui voulaient changer le monde. Et quand on donne par admiration, parce qu'on accompagne des entrepreneurs qui, certes, ont besoin d'un peu d'argent, mais et d'accompagnement, mais qui ont une idée qui est tellement géniale et qui vont faire beaucoup mieux que nous, on pourrait faire. Donc c'est se concentrer, d'énergie, d'intelligence, d'envie de changer le monde, qui est absolument merveilleux. Ce qui fait que le soir, quand on se regarde avec Gonzague, on est épuisé parce qu'on a vu tellement d'énergie, tellement d'envie de bien faire. Et c'est ça qui est, un peu schizophrénique, c'est que nous, quand on arrive au bureau le matin, on est plein d'énergie, et on entend les médias, on entend la chape de plomb, et on dit: «Mais il y a tellement de belles choses qui se passent dans notre pays», et c'est pour ça que bravo pour cette émission. Ah merci. Et nous avons justement une question de Gonzague pour toi. On écoute Gonzague. Ah. Clara, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble, donc je vais pas te demander si tu aimes travailler avec moi, mais je voulais te poser la question suivante. Si j'étais danois, et si on avait créé Raise au Danemark, est-ce que tu aurais aimé autant la France? Ah, c'est drôle comme question. Bon, d'abord, Gonzague, il peut pas du tout être danois, hein. Il est vraiment, désolé Faut se Gonzague, projeter. mais projetons-nous. Oui, je pense que j'aurais aimé la France, parce que la France, elle m'a tout donné. Elle m'a permis d'être la femme que je suis. J'ai eu,
l'école gratuite, j'ai eu la santé gratuite, j'ai pu donner la santé gratuite et l'école gratuite à nos enfants. Elle m'a permis d'élever mes enfants, alors que j'aurais été allemande, j'aurais été italienne, j'aurais été anglaise, j'aurais été américaine, espagnole, ça aurait pas été possible. Donc moi, j'ai une vraie reconnaissance à la France. Mais je trouve ça très bien que Gonzague soit breton, il faut qu'il le reste. D'accord. Alors, on en parle rapidement, mais tu es aussi auteur. Donc, j'ai ici 2 livres, La vie est un bonheur. Et j'ai également Un roman un roman, qui S'il s'appelle. suffisait d'aimer, Ouais, de Clara. ouais. Tu as juste mis Clara. Oui, j'ai juste mis Ouais. Clara. C'était une époque où j'avais envie de faire comme Colette, mais bon, je suis pas Colette. Tu es Clara. Il y a aussi un autre livre que tu as écrit avec ta fille qui s'appelle Il faut qu'on parle. Ouais, j'en ai écrit 2 autres, qui s'appellent Histoire de femmes et autres simples bonheurs, qui est un livre qui justement parle de l'héroïsme au quotidien des femmes. Je trouvais ça important de dire que les femmes sont héroïques dans leur quotidien et que c'est un héroïsme qui n'est pas mis en avant. Mm. Le C'est le bien, héroïsme ordinaire. c'est le bien qui ne fait pas de bruit, comme on dit. C'est ça. Et il faut qu'on parle, c'est un livre que j'ai écrit avec une de mes filles, Bérénice, et qui n'est pas du tout un conflit de génération, mais c'était au moment où je me suis rendu compte que les valeurs dans lesquelles moi j'avais été éduquée, qui est post-68, étaient totalement dépassées, et qu'en fait, la génération d'en dessous portait des valeurs qui n'étaient plus du tout les mêmes. Le rapport au travail, le rapport à la famille, le rapport au féminisme, le rapport à l'environnement, à la consommation et tout ça. Et donc on a écrit un dialogue assez punchy qui permet de démontrer que en fait nous sommes la première génération qui doit apprendre de ses enfants. Nos enfants comprennent mieux le monde de demain que nous, et surtout qu'on peut s'aimer beaucoup et pas être d'accord. Merci Clara pour tout ce partage. Sur ce, nous passons à la séquence suivante. C'est la séquence Actu, Clara, et Rebecca va nous parler de tes projets actuels. Mettre les mécanismes du private equity au profit de la philanthropie et de l'enfance, c'est ce défi que vous lancez avec Investir pour l'enfance, le nouveau fonds de partage que vous avez lancé avec Raise, un fonds qui permet aux investisseurs comme Aston, CVC ou Ardian d'avoir accès aux meilleures opportunités, mais qui, en échange, acceptent à leur tour de renoncer à 50% de leurs bénéfices pour les reverser à 2 associations, l'Institut Imagine dans la santé et Espérance banlieue dans l'éducation. Vous vouliez trouver un système pour aider ces associations à lever des fonds pour qu'elles puissent se concentrer sur leurs actions. Et grâce à ça, vous avez déjà réussi à récolter plus de 50 millions d'euros. Merci. Déjà Oui, alors c'est 50 un millions d'euros. mécanisme. L'idée, c'est que du fonds de partage, c'est les investisseurs qui renoncent à 50% de leur plus-value, mais au lieu de faire 15%, ils vont faire 7%. Et ils savent que l'argent sera reversé à l'Institut Imagine, à Espérance banlieue. Donc c'est un mécanisme similaire à Raise, mais là, cette fois, Cette fois-ci, c'est généralisé les investisseurs euh, qui acceptent de donner aux 50% de autres leurs investisseurs. bénéfices. Et ils ont un partage du risque qui est partagé avec plusieurs sociétés de gestion, puisqu'on a une quinzaine de sociétés de gestion qui acceptent de mettre un petit ticket dans leur meilleur deal pour avoir une rentabilité maximale. Et l'idée, c'est de ne pas séparer la générosité et le business. Quand on met la générosité au cœur du business, tout est mieux. D'abord parce que ça donne du sens aux collaborateurs. Mm. euh, et c'est très bien d'avoir une passion quand on est patron et d'aller soutenir le club de foot local, mais c'est encore mieux quand les équipes y participent. Bien sûr. Et c'est vraiment cette idée qu'il n'y a pas je gagne plein de fric et je suis de droite et éventuellement le dimanche je donne un petit peu, ou alors je n'ai pas d'argent, je suis de gauche. C'est tout à fait agaçant. En fait, on est tous des entrepreneurs, on a envie de changer le monde. Et, et de le faire en démontrant qu'à l'intérieur même du business, la générosité peut se pratiquer par tous. Et notre grande ambition, c'est à partir de ce premier fonds de partage pour l'enfance, d'en faire d'autres. Une superbe innovation sociétale de la finance encore. Tu crées la finance de demain, tu changes le monde. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à la séquence rapide de cette émission, c'est le Quizella. Le coup de zéro. Alors, le Quizella, c'est quoi? C'est une séquence rapide dans laquelle je te pose des questions rapidement et tu y réponds aussi rapidement que possible. Est-ce que D'accord. tu es prête? Bah oui, je suis prête, oui. Top, c'est parti. Un mot pour résumer ce que tu aimes dans la culture danoise. Ah, j'aime la simplicité, Un mot pour résumer ce que tu aimes dans la culture française. l'intelligence, Ton geste écolo du quotidien.
Mon vélo? Alors, plutôt justement 10 km en vélo à Paris le long de la Seine ou 10 km à pied dans la montagne? Oh, les 2. Les deux. On va pas Le, s'interdire le plaisir, hein. le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Hem, c'est ma fille qui me l'a donné un jour. Elle m'a dit: «Il faut jamais se rendre indispensable pour les choses qu'on n'aime pas faire». Ah, C'est un très chouette oui, conseil. c'est une bonne idée. La qualité que tu recherches chez tes collaborateurs? La franchise, Ta potion magique à toi? l'amour de la vie. Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit? Ce qui m'affaiblit, plein de choses qui m'affaiblissent, mais je pense, la jalousie. J'aime pas la jalousie, je trouve ça terrible. Est-ce que tu sais prononcer le nom de tes 9 enfants? Tes 9 enfants, pardon. Je vais refaire, pardon. Est-ce que tu sais prononcer le nom de tes 9 enfants Oui, bien en sûr. moins de 5 secondes? En moins de 5 secondes, alors je vais essayer. Alors Philauté, Bérénice, Thaïs, Amédée, Eulalie, Faustine, Marie-Lou, Faustine, Jérôme Aristide et Angelico. C'est qu'en plus, c'est pas très simple. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi? Oh, j'aurais fait plein de choses. Je pense que j'aurais été chanteuse. J'aurais adoré, chanter. D'ailleurs, j'ai des enfants chanteurs. J'ai peut-être fait de la transposition. J'en ai une qui est chanteuse lyrique, 2 autres qui chantent, magnifiquement et on a toujours fait des bœufs à la maison. Et non, j'aurais aimé être italienne, je crois et puis peut-être un peu exploratrice, oui. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Mon plus grand rêve, c'est la liberté. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains qui sont sur Terre et qui regardent en ce moment les pionniers étaient là, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Osez être vous-même. Personne d'autre ne peut être vous. Donc ne laissez pas les autres décider de ce que vous devez être. Merci beaucoup, c'est une belle maxime et on va se quitter sur une chanson. Pionnier chez Fred Mazzella sur BFM Business.